Bonjour à tous et à toutes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis excitée de faire cette première vidéo. C'est un mélange d'enthousiasme, d'impatience, de peur. Enfin, c'est vraiment super bizarre. Mais bon, je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes émotions. J'ai dédié ma première vidéo au top 5 des préjugés sur le vin. C'est vrai qu'en France, on est assez friand des idées reçues et malheureusement, le vin n'est pas épargné. Du coup, voilà, j'avais envie qu'on reparte sur de bonnes bases sur ma chaîne en tout cas, et puis qu'on oublie tout ça. Du coup, je vous laisse avec les premiers préjugés. Ça a l'air cool. Tu vois, moi le rosé, j'aime comme ça, bien clair. Alors non, le rosé, ce n'est pas du vin blanc plus du vin rouge. Le rosé est élaboré à base des mêmes raisins que pour faire le vin rouge, c'est-à-dire des raisins noirs. Il faut savoir que la majorité des raisins noirs ont une pulpe blanche, du coup qui donne des jus blancs. Ce qui donne la couleur au jus, c'est la peau. Donc de ceci en résultent deux types de rosé. Le premier, c'est le rosé de macération, où en fait on va laisser macérer la peau avec le jus pour le colorer pendant 6 à 8 heures, contre 1 voire 3 semaines pour les vins rouges. Donc souvent cette méthode donne des rosés plus foncés. La deuxième méthode, c'est le rosé de presse. Donc c'est au pressoir, il y a les raisins, on presse les raisins, le jus sort, sauf que celui-ci sortira légèrement coloré car en effet la peau aura expulsé quelques pigments. Du coup, cette méthode donne des rosés plus clairs. Ça me fait penser à une autre idée reçue, comme quoi le rosé clair est meilleur que le rosé foncé. En fait, c'est pas du tout ça. C'est juste la méthode qui est différente. Du coup, les rosés plus foncés donnent des vins de gastronomie et les rosés les plus clairs sont pour l'apéritif. Dis, moi j'organise une soirée vendredi soir, charcuterie fromage, ça te dirait de venir? Ah, trop cool, trop bien. Bon ben, qu'est-ce que tu pourrais amener, dis-moi? Du vin? Ah, bien, du vin rouge. Mais alors du vin rouge bien tannique, d'accord? Un qui tâche bien, parce que comme ça avec la charcuterie, le fromage, ça sera bien. Ok? Bon, on se dit 20h30. Alors je sais que je vais en décevoir plus d'un, mais non, le vin rouge puissant n'a pas sa place avec le fromage. En effet, les tanins du vin vont se heurter au gras du fromage et à ses ferments lactiques. Du coup, ça va créer une sensation de goût de fer dans la bouche, il y aura un mauvais goût et le vin va paraître dur. Du coup, ce que je peux vous proposer, c'est de passer au vin blanc. Et pour les inconditionnels des vins rouges, essayez plutôt des vins rouges légers comme vous pouvez le trouver dans le Beaujolais ou alors dans la Loire. C'est le même principe pour la charcuterie. Les vins rouges trop puissants, les tanins au contact du gras de la charcuterie vont rendre le vin asséchant, dur et acide. Du coup, ça peut paraître un peu flou, mais le couple idéal avec la charcuterie, c'est le vin blanc sec. Sinon, pareil que pour les fromages, essayez des Beaujolais, des vins rouges de Loire, vous verrez, ça passera très bien aussi. Après, le vin, c'est avant tout du plaisir. Si vous, votre plaisir passe par vin rouge puissant avec charcuterie fromage, ben, continuez comme ça. Mais essayez d'abord d'écouter mes conseils et vous en jugerez par vous-même. Et puis vous m'enverrez des petits messages, vous me direz oui, finalement c'est trop bien, tu m'as changé la vie, tu m'as changé mes apéros. Je Ça va bien. un peu. Oh là, oh là, oh là, là, non. Moi je suis au blanc, tout fout le camp. Hein. D'accord. Alors rouge sur blanc, tout fout le camp, blanc sur rouge, rien ne bouge. Non, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fout le camp. Il n'y a pas de règle réellement dans la dégustation d'un vin. Ça dépend de la puissance et de la complexité aromatique du vin. En fait, par exemple, en Loire, on va d'abord déguster les rouges, puis ensuite les blancs, car les blancs sont tellement acides qu'ils vont... Ensuite, si on goûte les vins rouges, ils vont paraître super fades. Donc voilà, tout au long d'un repas, ce n'est pas la couleur qui va faire le choix de l'ordre, mais la complexité et la puissance. Je sais pas quoi prendre comme bouteille. Tu aimes quoi toi en vin toi? Ah, t'embête pas, hein. Prends le plus cher au moins, t'es sûr. Alors le préjugé comme quoi le vin le plus cher est le meilleur, ben écoutez, non en fait. C'est juste que ça dépend de l'envie. Si vous avez envie, si vous êtes par exemple au bord d'une piscine,
vous avez envie d'ouvrir une bouteille de vin, vous n'allez pas ouvrir un Châteauneuf du Pape sous prétexte que c'est 70 € la bouteille et que c'est extraordinaire. Non, un plus petit vin fera super bien l'affaire, un vin d'apéro et tout ça. Et vous l'apprécierez d'autant plus parce qu'il sera en accord avec le moment. Après, ce préjugé aussi, il a une raison commerciale, c'est juste le jeu de l'offre et la demande. Par exemple, vous prenez la région de Bourgogne et la région de Bordeaux, c'est vrai que ces régions sont connues internationalement, elles sont très appréciées en France comme à l'étranger. Du coup, c'est vrai que les vignerons se disent moi je fais un vin, il y a tout le monde qui en veut, je vais augmenter le prix. Mais bon, après il y a des petits vignerons qui ne cherchent pas forcément à faire des prix exorbitants, ils cherchent juste à faire des super vins et puis régaler tout le monde et voilà. Après aussi vous avez d'autres régions viticoles qui font de super vins aussi et beaucoup moins cher que qu'on peut voir comme par exemple les Meursault où les prix avoisinent la soixantaine d'euros. Non, au final vous pouvez vous régaler avec une bouteille à 20 voire même 15 €. Du coup, plutôt une nouvelle en fait. Et comme dit Georges Brassens, le meilleur vin n'est pas le plus cher, mais celui qu'on partage. Et au fait, t'as fait quoi comme dessert? J'ai fait bonbon au chocolat et pour accompagner, j'ai pris le champagne. Ah, j'adore le champagne au dessert. Trop bien. L'idée qu'on a du champagne au dessert, en fait, elle résulte d'une... En fait, c'est historique, en fait. À l'époque, les champagnes étaient fortement dosés en sucre pour contrebalancer l'acidité. Du coup, ils étaient servis au dessert, mais c'était top, parce que le dessert est sucré, et le champagne l'était aussi, du coup, c'était super. Sauf que maintenant, en fait, les goûts ont évolué, la mode a changé, la majorité des champagnes sont non dosés, extra brut, voire brut, c'est-à-dire avec quasiment pas de sucre. Du coup, si vous les servez au dessert, il va y avoir un contraste énorme. Du coup, qui n'a jamais goûté un champagne au dessert et a eu cette sensation que ce champagne était super acide? C'est là la raison en fait, c'est juste la différence. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est des vins de dessert, forcément. Ou alors, plus sympa, des vins mutés comme le Porto, le Banyuls, ou si vous voulez rester sur des bulles pour rafraîchir un peu tout le repas, prenez un champagne sec, demi-sec, voire doux pour ceux qui adorent le sucre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait bien rigoler de tourner ces petites prises et puis de vous démanteler un petit peu tous ces préjugés. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!